Bien sûr, donc je m'appelle Margot Pelen, Mapelen, j'ai cru que vous étiez très Twitter, donc je me suis un peu alignée sur ce modèle. Et ce qui me plaît dans la vie, c'est d'apprendre. Donc que ce soit dans les livres, que ce soit dans les conversations, dans les voyages. Et d'ailleurs, j'ai fait un certain nombre d'études un peu bizarres et de manière un peu déstructurée, mais d'abord HEC après avoir détesté l'école, et on va y revenir. Ensuite Singularity University, qui est un programme très technologiste, qui est dans la Silicon Valley et qui pose un peu les questions sur l'apport des technologies pour les grandes questions de l'humanité, mais aussi le wagon, parce que j'en avais marre de ne pas savoir coder. Et je me suis lancée dans les questions de programmatique pour comprendre ce qu'il y avait quand on ouvrait le capot, pour reprendre l'image du speaker précédent. J'ai eu envie de venir parler aujourd'hui parce que j'ai longtemps détesté l'école et toujours préféré les questions aux réponses, et je comprenais pas pourquoi à l'école on n'avait pas le droit de poser des questions. Quelque chose qui m'a un peu marqué, et quand je crois que c'était vers mes 14 ans, on m'a proposé de faire une formation plutôt courte pour me débarrasser assez rapidement de l'école, sauf que je l'ai mal pris et j'ai commencé à travailler. Et aujourd'hui, ce qui est un peu ironique, c'est que je forme moi-même des gens d'âge différents, parce que je collabore, la raison pour laquelle je dois partir après, c'est que c'est plus qu'un client, et ça me tient encore plus à cœur, parce que j'ai rendez-vous avec HEC et 42 pour imaginer la version de cette année du programme qui constitue aussi un socle de collaboration entre les deux écoles. Je contribue aussi à la création d'une nouvelle école à Berlin qui s'appelle Code, et je viens de commencer à collaborer avec 5by5, qui est une agence qui travaille dans la transformation numérique. Et je suis chez elles, parce que c'est deux fondatrices. On devait avoir Chloé lundi, qui nous a fait faux bond, malheureusement. C'est pour une bonne nouvelle qu'on pourra bientôt annoncer. Il paraît. Voilà. Parce qu'on a donc énormément de travail, et chez 5by5, mon rôle est de transformer leur expertise en formation. Donc c'est toute une architecture entre ce qu'il faut apprendre, comment, avec quelles ressources, ce qu'il faut créer, ce qu'il faut aller chercher sur Internet, les experts qu'il faut rassembler, ceux qu'il faut former en interne. Et c'est des problématiques vraiment intéressantes. Et ces 5 dernières années, j'ai été dans un triangle entre l'entrepreneuriat, la technologie et la formation. Et pourtant, je viens discuter aujourd'hui avec vous pour refaire un retour d'expérience, parce que je considère le monde comme un terrain d'apprentissage. Pour prendre cet exemple, qui est un exemple que j'ai pu faire après la direction du centre d'entrepreneuriat HEC, je me suis longtemps posé la question de comment on faisait des objets connectés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est même que vous regardez votre ordinateur, votre téléphone, c'est des objets qui sont designés et conçus en Chine. Et j'étais assez frustrée des réponses que j'ai pu avoir des gens qui eux-mêmes avaient créé des boîtes dans cette industrie-là. Et j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et aller à Shenzhen pour voir comment on faisait ces objets. Donc j'ai pris un avion d'abord pour Hong Kong, parce que ça c'est encore la partie de l'Internet qu'on connaît, avant de me brancher sur un VPN et de prendre un train pour Shenzhen. Et toutes les étapes du voyage ont vraiment été guidées par la curiosité de comprendre. Donc de comprendre comment, quand on a une idée, on va vers un premier prototype. Qu'est-ce qu'il faut vérifier dans un prototype? Sur quel type de marché il faut aller, et physiquement, parce que là, la photo que vous voyez, c'est l'équivalent des Galeries Lafayette pour des pièces détachées. Donc c'est, par exemple, je suis arrivée dans ce marché parce que 3 personnes m'ont conseillé d'y aller. Ensuite, une fois qu'on arrive dans le marché, la question est de savoir, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles pièces il faut acheter? Qui a l'expertise pour rassembler ces pièces-là? Comment est-ce qu'on finance? Quelles sont les étapes d'après? Comment on va voir les fournisseurs? Et c'est des questions successives qui sont nées de conversations, mais aussi de choses que j'avais lues sur Internet. J'ai pas fait le cours de... et d'ailleurs, je l'ai dit à mes parents après. J'ai pas fait le cours de aller en Chine et essayer de comprendre comment ça marche. Et donc... La réaction d'ailleurs que j'ai pu avoir en rentrant, c'était vraiment de dire « Ah bon, t'as fait ça, mais pourquoi ?» De dire « Mais en fait, à quoi ça sert de passer 10 jours en Chine pour comprendre ?» Et toutes les réponses que j'avais étaient vraiment tournées vers une vision un peu héroïste de dire « Qu'est-ce que ça te rapporte ?» En fait, ce que ça me rapporte, c'est une histoire que je suis en train de vous raconter maintenant, et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passe en Chine, et qui m'ont amené à la réalisation aussi que nous n'avons pas la moindre idée de ce qui se passe en Chine, parce que le web chinois est intégralement chinois, mais qui a peu ou prou l'équivalent de ce qui est en train de se passer dans le web qu'on pourrait appeler occidental, qui est le web américain en Chine. Quand on regarde par exemple WeChat, je crois maintenant 750 millions d'utilisateurs actifs, c'est l'équivalent des banques en Chine, c'est absolument colossal, et on en a une idée très limitée. Donc ce que ça amène, en fait, c'est une découverte qui est parfois assez choquante par rapport aux standards qu'on peut avoir.
Et la réponse un peu constructive que j'ai eue aussi, c'était d'un journaliste qui m'a demandé « Mais en fait, tu veux pas y retourner, tu prends une caméra ?» Et je trouvais que ce genre de réaction ont pu ensuite nourrir mes thèmes. Donc, le thème d'aujourd'hui est la question que je voudrais vous poser, ou plutôt le constat que j'ai envie de faire, c'est de dire que à l'heure du quantified self, où vous devez compter les pas que vous faites pour savoir si vous faites assez de sport, savoir si vous envoyez assez d'emails, savoir si vous allez sur des applications de rencontres et vous swipez assez de personnes, finalement, j'ai envie de revendiquer le droit d'être médiocre quand je commence à apprendre quelque chose. Et qu'on arrête de mettre une pression incroyable en disant en fait, si tu te lances dans quelque chose, il faut vraiment que tu sois la meilleure. Non, en fait, je suis allée une fois à Shenzhen, c'était intéressant. J'ai pas forcément envie d'y retourner. Par contre, il est possible que je fasse d'autres voyages dans cette ligne-là. J'ai d'ailleurs été au Kenya pour voir comment les entrepreneurs utilisaient les technologies à très faible coût pour développer de nouveaux services. Il y a des choses très inspirantes qui peuvent se passer là-bas. Mais j'ai pas forcément envie ni de monter une entreprise, ça c'est un peu la réaction de mes amis entrepreneurs, ni d'en faire un film, c'est la réaction de mes contacts journalistes, ni d'en faire un cours, c'est la réaction de mes contacts entrepreneurs dans l'éducation. Donc le concept que j'ai envie de creuser avec vous aujourd'hui, c'est donc la curiosité et l'apprentissage, sans forcément avoir un ROI. Et même de changer le paradigme d'accès au savoir et de se dire finalement quel est l'impact direct d'Internet sur notre relation au savoir. Et à mon sens, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on a accès à tous les savoirs, donc c'est génial, on peut tout savoir. La conséquence directe de ça, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les salles de classe, c'est qu'on a l'illusion de savoir. Et en fait, ce qu'on apprend comme compétence, c'est aller chercher la bonne information. Et c'est des choses qu'on voit aujourd'hui avec des étudiants qui disent « Ah mais ça, je sais, je l'ai déjà lu quelque part. » D'accord, ok, explique-moi. Et ils sortent leur ordinateur, ils disent « Attends, là, je vais te le lire. » Non, tu sais pas. Tu as lu quelque chose, et c'est quelque chose qui vient nourrir la réflexion. Mais il faut arriver à en faire la synthèse. Et il faut arriver à aussi lier des choses qui ne sont pas forcément liées, parce qu'aujourd'hui, cette connaissance peut être distribuée. Donc ça, c'est le premier bloc. Et le deuxième bloc du constat, c'est vraiment que ces communautés de savoir qui sont aujourd'hui connectées, elles poussent à découvrir et à articuler des questionnements. Et finalement, c'est par chaque question que vous allez vous projeter un peu plus dans cette connaissance et via cette curiosité que vous allez approfondir votre nouvel objet d'étude. Et il y a des communautés aujourd'hui qui sont de plus en plus spécialisées sur chaque thème. Et ça rejoint d'ailleurs directement le thème aujourd'hui, qui est le thème du pair à pair et de la connaissance ouverte. Donc quelques concepts que j'aimerais aussi mettre en avant dans cette exploration commune. C'est une règle de Pareto appliquée à un apprentissage, la question du growth mindset et le processus qui est plus important pour moi que le résultat dans l'apprendre. La règle de Pareto, c'est cette règle de 80-20 qu'on retrouve en fait avec un exemple concret qui va être l'apprentissage des langues. Quand vous voulez apprendre une langue, mettons que, et c'est un exemple que je vis au quotidien parce que je suis en train d'apprendre l'allemand, c'est un peu bizarre vers 30 ans de faire une heure d'allemand tous les matins, mais pourquoi pas. Donc et on peut se dire ah mais je sais pas assez parler donc je vais pas forcément me lancer, sauf qu'on s'aperçoit que quand on se lance dans quelque chose, 20% des concepts et de la connaissance que vous pouvez avoir vont être suffisantes dans 80% des cas. Et quand vous commencez à parler allemand, vous n'avez pas besoin de savoir parler allemand couramment, vous avez besoin de savoir suffisamment parler pour vous faire comprendre, en plus de tout ce qui va se passer au niveau de votre communication non verbale. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous allez retenir, apprendre, pratiquer. Et c'est d'ailleurs la manière dont apprennent les enfants. Sauf qu'en tant qu'adulte, on est parfois un peu bloqué parce qu'on a peur de montrer qu'on ne sait pas ou on a peur de se tromper, alors que c'est avec ce processus de tâtonnement qu'on arrive vraiment à faire des progrès et qu'on arrive in fine à la maîtrise de quelque chose. Le deuxième concept, c'est un concept de growth mindset, qui est un concept qui a été développé par une psychologue américaine, Carol Dweck, qui insiste sur le pouvoir du YET pour les enfants. Donc, il y a d'ailleurs un TED Talk qui est excellent à ce sujet. Et l'exemple très concret qu'elle prend et qui est à mon sens parlant, surtout pour nous qui sortons du système français, pour la plupart des gens dans cette salle, j'imagine, elle parle d'un exemple avec deux cas de notation pour des enfants. Donc des enfants font un travail qui est noté, et dans un des cas, la professeure dit « non, tu as raté. Tu as raté, c'est mal, il y avait une barre, tu ne l'as pas atteinte. » Et dans l'autre cas, la notation du professeur va dire « tu n'y es pas encore, you're not there yet ». Et la barrière psychologique qui va vous séparer de la progression est en fait colossale. Parce que dans le premier cas, il y a un constat un peu statique qui est de dire factuellement, si je regarde à la photographie ce que tu sais, c'est pas assez. Et c'est pas du tout tourné vers les étapes d'après. Alors que dans le deuxième, avec ce YET, on encourage ce qui a déjà été appris,
Et on pousse aussi l'enfant à développer, l'enfant et d'ailleurs l'adulte, qui grandit aussi avec cet état d'esprit, à se dire j'y suis pas encore et je peux refaire le test. Et c'est d'ailleurs un concept qui se développe de plus en plus sur les plateformes d'apprentissage en ligne, qui est de dire, dans certains cas, vous pouvez faire le test autant de fois que vous voulez. Et je pense qu'en intégrant ça, après avoir grandi dans le système français, on a un peu l'impression de découvrir un arbre de Noël et de dire « Ah bon, j'ai le droit de me tromper ?» Oui, vous avez le droit. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend. Et ça permet aussi de se rendre compte des différentes étapes qui vous séparent de la maîtrise d'un sujet au gré de sa découverte. Et c'est un sujet, je pense, sur lequel on n'insistera jamais assez. Et le troisième concept, qui est donc un peu la synthèse de ces deux résultats-là, c'est de dire que finalement, le plaisir dans l'apprendre, il est dans le processus. L'objectif, c'est pas juste d'être crispé sur son diplôme en disant « c'est bon, ça y est, j'ai réussi ». C'est vraiment d'apprendre et de pouvoir réaliser qu'on est plus compétent au jour le jour, au gré des différentes étapes d'apprentissage. Mais ça, c'est plus, en fait, au-delà d'un concept, c'est peut-être plus ma conviction intime que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et après, si on regarde Internet, donc les nouvelles opportunités avec les Internets, le premier que je vois, c'est les MOOC. Qu'est-ce que c'est qu'un MOOC ? Un MOOC aujourd'hui, c'est un cours en ligne, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est très précisément. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans les MOOC, c'est l'effort qu'ont pu mettre les professeurs, que ce qui soit d'ailleurs académique ou professionnel, à formaliser un curriculum. De dire, finalement, si vous voulez bien comprendre ce que c'est que le biomimétisme, voici ce qu'il faut avoir maîtrisé comme notion. Et ça va, si c'est un thème que vous avez envie de découvrir à votre rythme, vous allez pouvoir regarder ce premier curriculum, comparer avec un autre cours, parce qu'il y aura sans doute d'autres cours qui sont sortis sur le sujet, et faire un peu votre sélection. De dire, finalement, ça c'est un peu mon plan d'apprentissage, et je vais regarder ce que j'ai appelé les apprentissages marginaux, donc apprentissage marginal, ce qui manque en fait par rapport à ce que je sais déjà. Parce que ce que font pas les MOOC, c'est comparer avec votre parcours. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous voulez faire du biomimétisme, vous avez peut-être des notions en biologie que vous n'aurez pas besoin de refaire à travers le MOOC. Et à l'inverse, si vous venez de la partie très design, il y a peut-être des choses il y a peut-être des choses dont vous serez déjà d'ailleurs expert ou juste par lesquelles vous serez déjà très curieux, des choses qui auront éveillé votre curiosité. Mais ce MOOC très statique est une chance si on arrive à le creuser et si on arrive à se l'approprier. Donc le plan d'apprentissage est adapté pour soi et aussi à croiser avec d'autres, c'est ce que je viens de préciser. Surtout que d'autres, ça peut être d'autres curriculums, mais ça peut aussi être d'autres personnes qui ont cet intérêt et avec lequel vous allez pouvoir apprendre en croisant les points de vue sur ce qui vous est présenté. La deuxième grosse opportunité que je vois, c'est vraiment LinkedIn, Quora et Peer-to-Peer University. Donc ces communautés apprenantes qu'on peut en fait arriver à twister et adapter en fonction de ses besoins. Et LinkedIn aujourd'hui, on le voit vraiment comme un réseau de networking en disant j'ai été à un cocktail, j'ai vu 3 personnes, je vais les ajouter sur LinkedIn. Là où en fait on pourrait aussi dire j'ai envie d'apprendre des choses sur le biomimétisme, je vais taper cette compétence dans LinkedIn et je vais voir à qui je peux aller poser mes questions. Surtout que les gens qui sont vraiment bons dans les sujets sont assez régulièrement passionnés par le sujet et ils adorent répondre à ce genre de questions. Et par exemple, quand j'ai commencé à me poser la question de comprendre comment vraiment s'articuler toutes les dimensions au niveau de l'ingénierie pédagogique, je me suis dit d'accord, je fais le constat qu'aujourd'hui je suis un peu loin. Qui sont les gens dans mon entourage proche qui pourront m'expliquer ces concepts-là? Et ça pousse à plusieurs choses. Ça pose, 1, à formaliser ce qu'on sait, 2, formaliser ce qu'on ne sait pas encore et du coup à poser des questions, sachant que les questions seront aussi votre reflet de la compréhension que vous pouvez avoir de ces notions-là. Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse et qui vous passionne, je vous conseille de vous faire une sorte de liste de personnes que vous pourriez contacter. Et je vous mets au défi de trouver des gens qui ne vous répondront pas si vos questions sont à la fois claires et votre point précis. Le deuxième niveau, c'est Quora. Est-ce que vous connaissez tous Quora? Donc Quora, c'est une plateforme en ligne qui permet de poser des questions. Et ça peut être des questions comme quel effet ça fait d'habiter en Chine quand on vient d'Afrique, mais aussi des questions comme c'est différents niveaux de questions. Donc que ce soit des perceptions, et à ce moment-là, on demande à des gens qui sont dans cette situation de répondre. Ça peut être des questions très exhaustives, à savoir quels sont les meilleurs MOOC sur tel sujet. Et c'est des gens qui passent du temps vraiment sur les réponses. Il y a aussi un système
de karma, plus ou moins, c'est-à-dire de points qu'on va gagner en posant nos questions, mais aussi en y répondant. Et les questions sont en général très qualitatives parce qu'on a aussi la possibilité de faire remonter les réponses qui sont jugées pertinentes par la communauté. Donc si vous creusez un sujet, n'hésitez pas à justement aller poser ces questions à Quora. Ça vous poussera à formaliser des questions et à vérifier ce que vous voulez vraiment savoir, mais aussi avoir des réponses de gens que vous ne connaissez pas forcément. Et je pense que vous serez surpris de voir la rapidité et la qualité des questions. J'ai fait le test plusieurs fois et c'est vrai que je dis « Ah, très bien, j'avais même pas compris que ma question avait telle composante. » C'est intéressant. Et le troisième, et donc dans le cas de Quora, c'est vraiment du peer-to-peer learning parce qu'on apprend de gens que vous ne connaissez pas. Et vous êtes aussi dans une mécanique où ensuite vous avez envie d'aider d'autres personnes et de contribuer à ce système. La troisième brique, c'est peer-to-peer university. Je ne sais pas si combien de personnes connaissent peer-to-peer university? Super. Donc Peer-to-Peer University, c'est une plateforme qui a été lancée par un prof qui est au MIT Media Lab et qui est d'ailleurs développée à Paris en ce moment, et qui a une histoire intéressante. À la base, c'était une plateforme en ligne qui permettait justement d'apprendre n'importe quoi de n'importe qui. Et après 2-3 ans d'expérimentation, l'équipe fondatrice a fait le constat que il y avait essentiellement des gens très qualifiés qui adoraient apprendre et que c'était pas forcément l'objectif de démocratisation qu'ils avaient imaginé. Donc il y a eu un reformatage du projet et depuis 1 an et demi, le projet s'est complètement recentré sur les bibliothèques publiques. Donc il y a notamment des expérimentations qui ont lieu à Chicago et l'enjeu est de réunir des gens via la plateforme, via Peer-to-Peer University et ce qui s'appelle des Learning Circles, donc des cercles d'apprentissage, et de pousser des gens qui ont une curiosité à se réunir pour parler de certains sujets et donc de bénéficier à la fois de certains MOOC, donc de cours en ligne qu'ils peuvent faire chez eux et à leur rythme, et ensuite d'en parler dans ces bibliothèques publiques qui sont, à mon sens, des lieux vraiment idéaux pour pouvoir parler de ça, parce que c'est les lieux qui sont très clairement fléchés pour tout ce qui est culture et apprentissage, un espace physique qui est en général très bien distribué, parce qu'il y en a partout, et avec un personnel qui va être tout à fait adapté pour aider les différents participants dans leur parcours d'apprentissage. Et donc Peer-to-Peer University a fait l'effort justement de sortir d'Internet pour aller s'ancrer dans les bibliothèques publiques, et c'est à mon sens un très bon exemple. Et on peut d'ailleurs dès aujourd'hui, vous pouvez dès aujourd'hui voir les différents espaces qui sont ouverts, et je crois qu'il y en a quelques-uns déjà ouverts à Paris, et c'est notamment porté par le Centre de recherche interdisciplinaire, donc le CRI, qui œuvre vraiment beaucoup pour cet apprentissage ouvert. Et donc le pair à pair comme une nouvelle pierre angulaire qui est à mon sens une nouvelle opportunité importante. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette pyramide sur la gauche. Donc c'est une pyramide qui circule énormément dans ce genre de présentation, mais je vais quand même vous la présenter. Le 5%, c'est ce que vous... Donc en gros, la question qui a été posée avant de consolider ces analyses, cette partie statistique, est de dire finalement qu'est-ce que vous retenez en moyenne quand on vous présente du contenu. Et la réponse, c'est que là, par exemple, je suis en train de vous parler, je pense que vous allez retenir, si on croit cette pyramide, vous allez retenir 5% des choses que je vous raconte. J'aurais peut-être dû m'arrêter au bout de 5 minutes, c'est une autre question. Par contre, si je vous demande, si j'avais vraiment voulu que vous soyez en mesure de vraiment retenir le maximum, je vous aurais dit, en fait, on va se retrouver dans 1 heure et vous aurez tous de quoi apprendre quelque chose, de quoi enseigner à d'autres personnes. Et il y a un phénomène qui est assez complexe qui se met en place, qui est de savoir, mince, je vais parler tout seul devant tout le monde, j'ai pas envie de paraître complètement nigo. L'autre qui est de se dire, je dois suffisamment maîtriser ces concepts pour les avoir creusés. Donc vous allez vraiment aussi dire des choses et passer du temps sur la préparation à faire. Et c'est autant de mécanismes qui vont vraiment ancrer ce que vous enseignez aux autres. Et donc ce pair à pair, il est très important aussi dans toutes les nouvelles formations qui sont en train de se créer. Il me semble qu'il y a une conférence d'ailleurs à 6h de 42. 42 est intégralement basée sur cette pédagogie. Il n'y a pas de professeur, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle d'autres personnes qui apprennent, mais ça veut dire qu'il y a une culture du retour, du feedback, qui fait partie de l'ADN de l'école et qui pousse aussi les individus à expliquer ce qu'ils ont fait, à justifier. Et c'est un jeu de rôle, dans le sens où, au début, moi, mettons que je vienne de terminer l'exercice, et c'est d'ailleurs vrai pendant la partie de sélection, qui s'appelle la piscine. Je vais coder quelque chose, et je vais demander à quelqu'un de le corriger. Donc, mademoiselle, je demande de le corriger.
vous allez me demander de justifier. Dire finalement pourquoi tu as fait ça, là explique-moi le mécanisme. Et le simple fait de devoir le justifier et l'expliquer va moi me permettre de valider et de me refaire le processus d'apprentissage en accéléré, et vous permettre de vérifier que je raconte pas n'importe quoi, mais aussi de vous demander comment vous l'auriez fait. Donc il y a un double bénéfice pour la personne qui apprend et qui demande de justifier. Et si demain on inverse et que c'est moi qui corrige votre code, vous allez aussi vous rappeler des questions que vous m'avez posées et vous n'aurez pas envie de vous faire piéger en disant « Ah, mais ça aussi, il faut que je valide ». Et c'est un processus extrêmement bénéfique qui permet de consolider en temps réel et en s'appuyant sur les autres, donc qui permet de s'appuyer sur les autres et qui d'ailleurs est aussi utilisé sur les plateformes en ligne. Et c'est un des mécanismes qui a été mis en place par Coursera dès son lancement, de dire finalement, si vous voulez que quelqu'un corrige votre copie, il faut avoir corrigé 5 autres copies. Ça motive. Et on arrive comme ça à avoir des cours qui sont corrigeables, non pas par un professeur qui serait complètement épuisé et qui a une limite physique, parce que malheureusement il n'y a que 24 heures dans la journée, mais on s'appuie comme ça sur un nombre d'individus qui va être complètement proportionnel au nombre de corrigés qui sont nécessaires pour le bon déroulement du cours et pour la bonne validation. Est-ce que c'est clair à ce stade ? Vous avez des questions ? Des réactions ? Oui ? Oui. Mmh. Comment vous définiriez les gens qui sont exclus de ce système, dans votre question ? C'est absolument pas une question piège, hein, c'est pour être sûr de bien comprendre votre question. Alors, il y a effectivement une motivation, et je pense qu'il y a à la fois une question de la motivation de discipline, d'intérêt de ce qu'on fait. Et il y a un peu de recherche qui a été faite justement sur les cas pratiques qui sont faits à l'école. Si on apprend par la pratique, c'est extrêmement... il y a beaucoup plus de succès et de rétention d'informations si et seulement si on explique à quoi ça sert. De dire, on va jouer à l'entreprise, d'accord, pourquoi ? Et si on explique à l'étudiant pourquoi est-ce qu'on fait ça de cette manière-là, est-ce que ça va lui apporter à terme, et qu'on lui fait confiance et qu'on prend aussi le temps de répondre à toutes ces questions, on a plus d'adhésion, de rétention, d'engagement et donc de succès du modèle. Mais après, il y a une question, et peut-être que je lis entre les lignes dans votre question, il y a une question d'adhésion à la technologie dans l'absolu, qui est une vraie question, parce qu'il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas envie d'être sur un ordinateur toute la journée et qui apprennent plus dans la pratique. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au modèle hybride. Et quand on regarde un modèle comme 42, c'est vrai sur la technologie, mais on pourrait aussi imaginer, mettons, une école d'agriculture dans laquelle on explique, on donne un curriculum qui est un curriculum que vous pouvez déployer en 3, 6, 12 ou 24 mois si vous en avez envie. Et vous avez simplement besoin d'avoir l'adhésion d'autres étudiants qui ont aussi fait ces recherches en temps réel, qui vont pouvoir valider votre progression dans le temps. Et c'est complètement décorrélé de la partie Internet. Après, c'est vrai que ça demande une motivation qu'on n'a pas forcément de manière intrinsèque si on n'aime pas l'école. Et c'est des questions assez complexes pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Compétences particulières. Excellent. Bien, merci beaucoup Margot pour cette exposition. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'Assemblée ? Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Margot sur sa présentation ? Oui, pardon. Qui était sur la construction de l'habitude d'apprentissage, et ça fait peut-être écho à votre question, c'est de dire qu'on n'est pas forcément tous câblés pour être extrêmement disciplinés, mais c'est des choses pour lesquelles on peut tout de même s'entraîner. Par exemple, de dire, un petit exemple que j'ai pu mettre là, qui est assez révélateur à mon sens, qui est de dire, on met tous des articles en favoris quand il y a des trucs intéressants, mais quand est-ce qu'on les lit ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous donnez vraiment rendez-vous en disant, de la même manière que je vais mettre dans mon agenda qu'il faut que j'aille à la gym, qu'il faut que je lise tous les articles que je peux avoir dans Pocket ou en favori. Ça peut être un premier exemple un peu concret. Le deuxième, c'est de se dire que si vous voulez, par exemple, apprendre l'allemand ou apprendre l'espagnol ou l'italien, il faut partir de petites étapes avec des objectifs atteignables en disant, en fait, je vais en faire 5 minutes par jour. Et l'application, d'ailleurs, Duolingo est vraiment construite comme ça.
ils ont ce qui s'appelle le day streak, de dire au bout de 10 jours, vous avez, ça fait 10 jours que vous faites, super, continuez, avec des rappels. Et c'est une mécanique aussi de jeu qui permet de faire des petites étapes sans forcément s'en apercevoir. Et la troisième grande dimension, je pense qu'on peut donner à cette curiosité, à cet apprentissage, c'est de garder une trace pour se voir progresser et de tenir justement un journal des questions qu'on peut se poser, des autres thèmes qu'il faudrait explorer et construire ce journal jour après jour. Et ça peut commencer avec un Google Doc tout simplement ou avec un petit carnet en papier complètement, qui n'a pas besoin d'Internet et qui n'a pas besoin de batterie. Merci. Ok, bravo, merci beaucoup Margot. Super. Bien, alors du coup, on est certain de ne plus avoir de questions. Ok, donc on peut libérer